soir dans le 15e arrondissement de Paris, non loin de la Seine. Les immeubles cossus du 19e siècle dominent de toute leur hauteur les passants qui déambulent sur l'avenue Émile Zola. Après quelques pas dans les rues avoisinantes, d'imposantes tours des années 70-80 apparaissent. Quelques marches dans une galerie permettent d'accéder au plateau qui accueille ces immeubles. C'est un unicum dans le paysage urbain parisien. Projet d'urbanisme d'ampleur, né à la fin des années 1950, le front de Seine. Là, c'est plus le 20e. Ça se fait beaucoup plus prestigieux. Mais c'est plus cher aussi. C'est curieux cette place. Ce n'est pas une place, c'est la rue Robert de Flers. On dirait plutôt un décor de théâtre. Tu n'es pas gentil pour le théâtre. Déambuler sur la dalle, c'est s'isoler du reste de la ville. Surélevé de l'équivalent de 2 niveaux au-dessus de la circulation, l'espace est conçu dès l'origine comme un lieu de calme végétalisé et piétonnisé entre travail et habitation. La circulation des véhicules se fait sous l'immense coulée de béton de près de 5 hectares. Un réseau de routes s'y développe, menant à de grands parkings. De rares commerces s'y sont également installés, créant une ambiance hors du temps. Cette configuration trouve son origine dans les fondements de la charte d'Athènes. Le but est de séparer les fonctions habiter, travailler et circuler en mêlant la structure horizontale qu'est la dalle à une construction verticale incarnée par les multiples tours aux architectures variées. J'ai fait un pari qui devenait une ville verte, où les conditions d'habitation devenaient humaines, car elles sont devenues inhumaines. On me répondait, les boutiques de Paris, c'est si joli à voir, le titi parisien sur le trottoir. Eh ben, allez vous servir maintenant dans les rues pour trouver les titis sous les roues des autobus, n'est-ce pas? Je dis la ville verte, c'est-à-dire que profitant des techniques modernes, je dis on peut faire des gratte-ciel, mais non pas des gratte-ciel américains qui sont cocasses, qui sont des aigrettes de vanité, n'est-ce pas? Mais des gratte-ciel modernes d'une grande contenance, lesquels permettent de dégager tout autour d'eux de gigantesques surfaces de circulation de piétons libres, n'est-ce pas, et d'automobiles sur autostrades surélevées, là, quand elles sont en transit. Et ensuite, j'ai situé les fonctions de la ville. Les fonctions, c'est habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit. Eh bien, habiter, c'est la première chose. J'ai essayé de montrer comment on pouvait faire des quartiers d'habitation. Le Corbusier n'innove pas, il bouleverse. Il guide le soleil dans la maison quand d'autres se contentaient d'ouvrir des fenêtres. Il monte les jardins sur les toits et écarte l'immeuble de la rue. Il arrache la grille et plante l'arbre. Il crée la maison pour l'homme en respectant l'habitude et en y ajoutant la liberté, l'espace. On l'appellera le fada, c'est un peu de cette manière que l'on traite tous les précurseurs. C'est sur ces principes qu'est présenté le projet en 1961 au Grand Palais par Henri Potier et Raymond Lopez. Celui-ci se précise jusqu'en 1967 pour s'accorder avec les nombreuses réglementations, notamment pour la construction de hauts bâtiments en plein cœur de Paris. Monsieur Lopez, eh bien, monsieur le préfet vient de parler de radiographie, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? La radiographie, c'est au fond l'enquête que nous avons menée
pour connaître d'abord les besoins, puis ensuite les possibilités. Pour connaître les possibilités, nous sommes basés sur un certain nombre de critères, à savoir ce qui nous pouvait permettre la libération du sol afin d'employer ce sol mieux qu'il l'était. Libération du sol... Ça s'est traduit par cette carte? Ça s'est traduit par une vaste enquête immobilière au cours de laquelle ont été repérés tout ce qui était le mauvais emploi du sol et je dirais même du volume constructif parisien. À l'aide de ces critères, nous avons vu au cours de l'enquête comme sortir dans le développement d'une plaque photographique de radio ce qui était mauvais, ce qui était possible, ce qui était bon, et il s'est déterminé ce que vous voyez ici, c'est-à-dire le centre urbain. Le centre urbain, le centre cristallisé, ce que nous appelons le noyau cristallisé, les vieux quartiers de Paris dans lesquels nous pensons qu'il y a peu de choses à faire, sauf des opérations chirurgicales indispensables, et puis ensuite ce croissant que nous appelons le croissant libéral, qui part du sud-ouest pour aller au nord-est de Paris, à l'intérieur duquel nous avons là de solides espoirs et des richesses, un espèce de potentiel de ressources qui devrait nous permettre de revaloriser, de remettre en état, de faire renaître environ un tiers de l'habitat de la capitale, qui devrait nous permettre aussi de mettre en place avec une certaine noblesse ce que nous appelons les fonctions capitales, internationales et nationales, et aussi de créer ce nouveau système de circulation qui est ici sur cette grande carte, n'est-ce pas? Que nous avons indiqué schématiquement ici, qui nous permettrait d'irriguer d'une part les zones de la reconquête et également le noyau urbain dont je viens de vous parler, grâce à une voie rapide et une voie à large débit, puisque nous envisageons 12 000 véhiculeurs et une possibilité de circulation de l'ordre de 70 km/h. L'emprise au sol de ces gratte-ciel français est par exemple réduite de manière spectaculaire, ce qui deviendra l'une des signatures du site. À partir de cette même année, les travaux peuvent débuter. Michel Proulx remplace Raymond Lopez, décédé quelque temps avant. Au milieu des années 1970, plusieurs tours sont déjà sorties de terre, à l'image de la tour Avant-Seine, immortalisée en 1975 par Henri Verneuil dans la scène finale de son film Peur sur la ville. L'image marquante de Jean-Paul Belmondo descendant sur la tour depuis un hélicoptère donne à voir l'état du chantier à cette date, comme d'autres scènes tournées depuis l'autre rive de la Seine. Tandis que les tours suivantes, comme Évasion 2000, Reflet ou encore Totem, sortent de terre, une grande structure blanche est élevée à plus de 130 mètres du sol. Une cheminée permettant l'évacuation des fumées de la compagnie parisienne de chauffage urbain. Pour sa conception, les chefs du projet décident de faire appel plutôt à un sculpteur qu'à un architecte, voulant faire de cet édifice une sorte d'œuvre d'art et non une verrue dans le paysage. François Staly est choisi et sa création s'apprécie aujourd'hui toujours sur la dalle. Entre-temps, divers projets épineux sont abandonnés, comme la construction d'une tour de l'ORTF ou encore d'une rocade bien encombrante. Un premier centre commercial ouvre ses portes en 1979 et le front de Seine est achevé à l'orée des années 1990. C'est plus soigné que dans le 20e. Mais j'ai tout de même cette sensation d'écrasement. Oui, mais ici, on sent plus la pensée qui est derrière. Quelle pensée? L'idée de supprimer la circulation, les voitures, la rue. Et c'est quand même pas New York. Quelle différence avec New York? New York est une ville. Ici, ce n'est qu'un îlot greffé dans la ville. Tu viens, on va s'asseoir un petit peu. Mais là-haut, on doit avoir une chouette vue sur Paris. Oui, mais est-ce que tu y habiterais? Je ne crois pas, parce que c'est un côté HLM prolongé. Un HLM à 10 000 francs le mètre carré.
Tu vois, tu as tous les éléments d'une rue. Les boutiques, les réverbères, le téléphone. Oui, mais c'est désert. Ah oui, on n'a pas envie d'y flâner. Qu'est-ce que c'est que cette passerelle? Ben, c'est une passerelle provisoire. Ça fait partie de la conception. On est toujours 10 mètres au-dessus de la ville. C'est tout de même quelque chose de fascinant, cette tour. Souvent mal aimé, voire maltraité, il connaît une restauration d'ampleur dans les années 2010. Dénotant dans le paysage urbain, il reste aujourd'hui encore une rare tentative de modernité dans une ville toujours plus muséifiée. Comme un havre de paix au cœur de l'agitation, la dalle Beaugrenelle mérite bien ce statut d'unicum dans la ville lumière.